Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Clés du Trésor. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les enjeux économiques de la redistribution vers les familles, sujet sur lequel nous avons publié une de nos publications Trésor Éco en février. L'idée, c'est de passer à la fois en revue les dispositifs existants donc de la politique familiale, donc des différents aspects de cette politique publique, quels sont ses objectifs, comment ces objectifs ont évolué au cours du temps et quels sont vraiment ses impacts aujourd'hui en termes de redistribution, à la fois dans la dimension revenu et dans la dimension type de famille, pour aussi essayer de commencer à apprécier l'adéquation de la politique familiale telle qu'elle existe aujourd'hui aux différents objectifs qui peuvent lui être assignés. Donc je vais passer la parole dans un instant aux auteurs, autrices qui sont à l'origine de ce travail et de ces analyses approfondies. Simplement pour dire que vous aurez également la possibilité de poser des questions à la fin de cette présentation. Nous garderons du temps pour poser les questions et y répondre. Vous pouvez d'ores et déjà poser des questions dans l'onglet qui est à droite de votre écran tout au fil de la présentation et nous les prendrons donc à la fin de la présentation, mais vous pouvez les poser au fur et à mesure. Voilà, je vais tout de suite passer la parole pour la présentation elle-même aux auteurs du document du Trésor Éco et de l'analyse. Merci Dorothée pour cette introduction. Donc, je vais activer slide. Donc, dans une première partie, on va vous dresser un panorama des familles et des dispositifs de la politique familiale pour en fait poser un cadre de compréhension autour du contexte historique et du fonctionnement du système socio-fiscal à destination des familles. Et donc, ça nous permettra d'aborder le cœur du sujet du Trésor Éco, qui traite des effets économiques des transferts socio-fiscaux à destination des familles. Donc, dans cette première sous-partie, on va vous présenter la manière dont la politique familiale s'est en fait adaptée face aux évolutions sociales et démographiques qu'a connues la France. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, la politique familiale, elle repose sur une forte orientation qui est nataliste. Donc, par exemple, en 1932, il y a les allocations familiales qui ont été mises en place sans condition de ressources. Et aussi, bon, par exemple, jusqu'en 1953, le quotient familial il prévoyait une réduction du nombre de parts fiscales pour les couples mariés qui n'avaient pas d'enfants, et donc qui passaient ces parts fiscales de 2 à 1,5. Ensuite, il y a un premier tournant qui s'opère dans les années 70, avec l'apparition de nouvelles aides sous conditions de ressources, comme par exemple l'allocation pour orphelins ou l'allocation de rentrée scolaire. Et parallèlement, vous avez aussi la loi du 4 juillet 1975 qui marque une avancée importante en supprimant l'obligation d'avoir une activité professionnelle pour bénéficier des allocations familiales et qui donc les rend accessibles à tous. Sauf que donc, dans le même temps, les structures familiales, elles évoluent sous l'effet de plusieurs changements sociodémographiques. D'abord, il y a la place de des femmes dans le monde du travail qui a énormément changé. Dans les années 60, elles représentaient seulement un tiers de la population active, alors qu'aujourd'hui, elles sont près de la moitié, avec notamment un taux d'activité qui est passé de 55% en 1975 à plus de 70% aujourd'hui. Donc ensuite, comme vous le savez, la fécondité a fortement diminué. Dans les années 60, une femme avait en moyenne 3 enfants, alors qu'aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 1,6. Donc l'âge moyen du premier enfant a aussi reculé. Il est passé de 27 ans en 1975 à 31 ans en 2022. Et parallèlement, il y a aussi la part des familles nombreuses qui diminue également. En 1982, il y avait 43% des enfants qui vivaient dans une famille nombreuse, contre seulement 33% en 2018. Et enfin, un autre phénomène qui est marquant, c'est la progression du nombre de familles monoparentales, dont la part a doublé depuis 1990. En 2020, elle représente 24% des familles, et dans 84% des cas, donc c'est la mère qui élève seule ses enfants. Il faut savoir que ces familles elles sont particulièrement vulnérables. À titre d'exemple, un tiers des parents isolés n'a pas d'emploi et près de 40% des enfants mineurs qui vivent dans des familles monoparentales sont sous le seuil de pauvreté, contre 21% pour l'ensemble des enfants.
Donc, il en découle que ces transformations ont profondément modifié les enjeux de la politique familiale, qui doit aujourd'hui répondre à des défis bien différents de ceux de ses débuts. Donc maintenant, je vais vous présenter les objectifs de la politique familiale aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on lui assigne 3 grands objectifs. Donc les objectifs tels qu'on va vous les présenter ici, c'est les objectifs tels qu'ils sont définis dans les rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale, donc les REPS, qui sont des rapports qui sont annexés au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Donc il y a 3 grands objectifs, et le premier objectif, c'est contribuer à la compensation financière des charges des familles. Donc ça renvoie plutôt à la redistribution horizontale, donc la redistribution entre les ménages sans enfants et les ménages avec enfants. Et cet objectif, il y a un certain nombre de dispositifs qui y répondent. Il y a notamment les prestations familiales sans condition de ressources, donc comme les allocations familiales, l'allocation de soutien familial ou encore l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Mais il n'y a pas seulement, il y a aussi la prise en compte des enfants via le quotient familial. Donc ça, c'est le fait qu'on va attribuer une demi-part fiscale supplémentaire pour les 2 premiers enfants, puis une part fiscale à partir du 3e enfant. Ça répond aussi à cet objectif de contribuer à compenser la charge financière des charges de famille. Le deuxième objectif, c'est aider les familles vulnérables, et ça renvoie plutôt à la redistribution verticale, donc c'est-à-dire la redistribution des ménages aisés vers les ménages plus modestes. Et ça va être permis par toutes les prestations familiales sous condition de ressources, donc comme le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire ou la prime de naissance. Mais il y a aussi la familialisation des prestations de solidarité. Donc les prestations de solidarité, c'est le RSA, la prime d'activité, les aides au logement. Et la familialisation, c'est le fait que le montant de prestations perçues, il va dépendre de la configuration familiale. C'est-à-dire que si j'ai 2 enfants, je vais avoir un montant de RSA supérieur à si j'en avais qu'un seul. Et ça permet aussi de répondre à cet objectif qui est d'aider les familles vulnérables. Enfin, le dernier objectif, et c'est le plus récent, ça va être de favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, dans le but d'éviter que les parents, et majoritairement les mères, s'éloignent du marché du travail trop longtemps, donc au-delà du congé maternité et paternité. Et ça, il y a des dispositifs qui sont faits pour ça, comme le complément de libre choix de mode de garde, donc le CMG. Il y a aussi tout le développement et le financement public des modes de garde par des professionnels, donc que ce soit les crèches, les assistantes maternelles. Et il y a aussi des dispositifs fiscaux spécifiques, comme des crédits d'impôt notamment. Mais il y a aussi un 4e objectif qu'on pourrait rajouter, qui est la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, parce que c'est un objectif qui s'ajoute progressivement, notamment avec la mise en place de mesures visant à favoriser une répartition plus équitable des charges parentales au sein des couples. Donc avec notamment la mise en place récente de l'allongement du congé paternité, qui a permis de répondre à ces objectifs. Et donc voilà, pour atteindre ces grands objectifs, la politique familiale française, elle compte de très nombreux dispositifs qui sont évalués en tout à 110 milliards d'euros. Et c'est ce qu'on va vous présenter sur ces slides. Donc on a détaillé tous ces dispositifs. Donc à gauche de la slide, vous avez le périmètre cœur, donc qui lui correspond, c'est la majeure partie du coût de la politique familiale, c'est 67 milliards d'euros. Et donc c'est vraiment les canaux directs de la politique familiale. Donc il y a plusieurs grands postes, mais le principal, c'est toutes les pressions en faveur de la famille, donc 21 milliards d'euros. Ça correspond donc aux allocations familiales, au complément familial, à l'allocation de base de la page et à l'allocation de soutien familial. Mais il y a aussi toutes les prestations en faveur de la garde d'enfants, pour 17 milliards d'euros, donc un montant quasi comparable, avec la prépare, les crédits d'impôt notamment. Et ensuite, à droite de la slide, vous avez le périmètre étendu. Donc ça, en fait, c'est tous les outils de la politique familiale qui transitent par d'autres canaux du système socio-fiscal. Donc il y a par exemple les droits familiaux de retraite. Donc ça, c'est quasiment la moitié de ce périmètre étendu, puisque c'est 21 milliards d'euros en 2017, parce qu'on n'a pas de chiffres plus récents, sur les 42 milliards d'euros de ce périmètre étendu. Donc les droits familiaux de retraite, c'est par exemple, c'est le fait qu'on arrive à la retraite, on prend en compte le fait qu'on ait eu des enfants. Donc par exemple, les pensions de retraite, elles sont majorées pour les pères et les mères ayant eu 3 enfants, elles sont majorées de 10%. Et donc ça a un coût assez important.
Mais dans ce périmètre étendu, il y a aussi le quotient familial, dont on a parlé tout à l'heure, donc 13 milliards d'euros aussi, et tous les suppléments versés au titre des enfants dans les prestations de solidarité, donc ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de la familialisation, qui correspond quand même à 6 milliards d'euros et c'est principalement pour les aides au logement. Merci. Donc on va pouvoir passer au cœur du Trésor éco, qui analyse donc les effets économiques des transferts socio-fiscaux à destination des familles. Donc, le premier constat, c'est que donc la redistribution monétaire qui est opérée par le système socio-fiscal, elle privilégie les familles, notamment nombreuses et monoparentales. Donc, comme le disait tout à l'heure Louise, il y a une double redistribution qui se fait, à la fois verticale et horizontale. Donc, premièrement, comme vous pouvez le voir sur la slide, 68% des ménages avec enfants bénéficient du système social. 68% des ménages avec enfants sont bénéficiaires nets du système socio-fiscal, contre 30% des ménages sans enfants. Deuxièmement, il y a les familles nombreuses qui sont 91% à être bénéficiaires nets du système socio-fiscal. Et elles reçoivent en moyenne plus de 4 500 € de transfert net par an. Donc, ce sont elles qui connaissent l'amélioration la plus importante en proportion de leur niveau de vie, du fait des impôts et prestations sociales, et plus particulièrement des prestations familiales. Donc, troisièmement, les familles monoparentales, elles sont également en grande part bénéficiaires du système. Elles sont 88%. Et elles reçoivent en moyenne plus de 4 900 € par an de transfert net. Donc, ce soutien pour les familles monoparentales, il est dû en partie aux prestations familiales, mais surtout aux aides au logement et aux minima sociaux, pour lesquels en fait, elles bénéficient de majoration. Donc, ce qu'on peut voir sur le graphique à droite, c'est que le niveau de vie moyen des catégories familiales avec enfants, à l'exception des couples avec 1 ou 2 enfants, s'améliore grâce au système socio-fiscal, tandis que les couples et les célibataires, celui des couples et des célibataires sans enfants diminue légèrement. Donc, pour être plus clair sur l'interprétation du graphique, en fait, le niveau de vie moyen des personnes au sein de chaque configuration familiale, il est rapporté à un référentiel de 100, qui est le niveau de vie médian de référence au sein des couples sans enfants. Donc concrètement, si on se positionne tout à gauche, en colonne, on voit qu'avant impôts et prestations sociales, les couples avec 1 ou 2 enfants, donc la deuxième courbe en partant du haut, ont un niveau de vie moyen inférieur de 15 points de pourcentage à celui des couples sans enfants. Et donc par contre, après paiement des impôts et versement des prestations sociales, cet écart se réduit à 11 points de pourcentage. Donc c'est la différence entre 94% et 83% tout à droite, pour les mêmes courbes. Donc c'est aussi logiquement, on peut dire, que c'est pour les célibataires avec 3 enfants que l'écart de niveau de vie se réduit le plus. Donc vous pouvez le voir, c'est la courbe bleu clair tout en bas. Donc il passe de 78 points de pourcentage avant impôts et prestations sociales à 52 points de pourcentage après paiement des impôts et versement des prestations sociales. Donc c'est 94% moins 42. Inès, elle vient de vous montrer que le système socio-fiscal, il opérait une redistribution vers les familles, mais maintenant on va s'intéresser plus en détail au supplément de revenu disponible qui est permis par la présence d'enfants. Donc pour rappel, le revenu disponible, c'est le revenu après transfert, donc c'est finalement le revenu qui est à disposition des ménages pour consommer ou épargner. Et donc sur le graphique, c'est ce supplément de revenu disponible permis par la présence d'enfants qui est représenté, donc en orange pour 1 enfant et jaune 2 enfants, etc. Et en fait, il est présenté en fonction de la rémunération du parent. Donc, c'est sur l'axe des abscisses. Donc, on voit ici, c'est entre 0 et 10 SMIC. Et sur l'axe des ordonnées, donc, vous avez le supplément de revenu disponible mensuel. Donc, on va d'abord un peu détailler cette courbe. On voit qu'au début, la courbe, elle diminue entre 0,1 et 1 SMIC jusqu'au point A. Ça, c'est l'extinction des prestations de solidarité, donc une activité RSA, aide au logement. Mais ensuite, ce supplément de revenu disponible, il va augmenter avec le quotient familial.
parce que le quotient familial il est proportionnel avec le revenu. Donc, plus vous avez des revenus, plus vous payez d'impôts et donc plus vous bénéficiez du quotient familial. Sauf que le quotient familial, il est plafonné. Donc, c'est ce qu'on voit au point B, c'est le niveau du plafond de quotient familial. Donc, à partir de ce niveau-là, le supplément de revenu disponible permis par la présence d'enfants, il cesse d'augmenter. Donc, actuellement, il est plafonné à 1 759 € par demi-part. Il a été abaissé à plusieurs reprises par le passé. Et ensuite, au niveau du point C, on passe à la deuxième tranche des allocations familiales. Donc, c'est pour ça qu'il diminue à nouveau. Parce que les allocations familiales, elles sont maintenant modulées selon trois tranches. Et ensuite, au point D, on passe à la dernière tranche des allocations familiales. Et donc, à partir de là, le supplément de revenu disponible, il est stable selon les revenus. Donc, finalement, quand on regarde ce graphique, on voit que le montant de prestations versé au titre d'un enfant aux familles les plus modestes, finalement, il est assez équivalent à l'avantage fiscal tiré par les familles les plus aisées grâce au quotient familial pour toutes les configurations familiales. Donc, autrement dit, en tenant compte de l'ensemble du système socio-fiscal, le supplément de revenus disponibles lié à la présence d'enfants, il varie peu avec le revenu des ménages. Mais quand on regarde ces courbes, on est aussi marqué par le fait qu'elles sont non linéaires, marquées par beaucoup de petites hausses, de petites baisses. Et ça, c'est lié à l'empilement des dispositifs du système socio-fiscal. Donc, vous avez dit, il y a beaucoup de prestations familiales. Et ça va créer cet aspect instable et non linéaire, mais ce qui va nuire à la lisibilité du système. C'est-à-dire que les ménages vont avoir du mal à identifier de quel supplément de revenu disponible ils vont disposer quand leur revenu augmente. On voit aussi que le système socio-fiscal il est plus favorable aux familles nombreuses, donc les familles qui ont 3 enfants ou plus. Ça se voit sur le graphique, puisque l'écart entre la courbe verte et la courbe jaune, il est plus important que l'écart entre la courbe jaune et la courbe orange. Et ça s'explique par le fait que le système socio-fiscal il est plus favorable aux familles nombreuses. Il y a des prestations sociales qui leur sont dédiées, comme le complément familial. Donc, c'est une prestation qui est attribuée sous condition de ressources aux familles ayant au moins 3 enfants en charge. Mais il y a aussi l'allocation forfaitaire provisoire des allocations familiales. Donc, c'est le fait que, alors que l'âge maximal des enfants ouvrant droit aux allocations familiales, il est de 20 ans, il y a une allocation forfaitaire provisoire qui leur est accordée jusqu'au mois précédant le 21e anniversaire de l'aîné d'une famille de 3 enfants. Mais il y a aussi le fait que les barèmes des prestations sociales sont plus favorables au troisième enfant qu'au deuxième. Et ça s'explique aussi par le moindre prélèvement obligatoire, donc comme on a parlé à l'instant du quotient familial, qui accorde une demi-part supplémentaire pour le troisième enfant. Donc au final, au total, les dépenses publiques en faveur des familles nombreuses, elles sont évaluées à 30 milliards d'euros. Donc maintenant, on va décomposer un peu plus ce supplément de revenus disponible dans la slide suivante. Sur ces graphiques, vous avez à gauche un couple avec 3 enfants, à droite, c'est une famille monoparentale avec 3 enfants aussi. La courbe noire en pointillé, ça correspond aux courbes colorées du graphique précédent, donc c'est bien le supplément de revenu disponible en fonction du revenu des parents. Et ensuite, du coup, c'est décomposé en 4 R. En bleu très foncé, vous avez les prestations familiales sans condition de ressources, donc par exemple les allocations familiales. En bleu plus clair, vous avez les prestations familiales sous condition de ressources. En bleu très clair, les prestations de solidarité. Et en gris, le moindre impôt, donc le quotient familial. Donc ce qu'on voit pour les familles avec 3 enfants, c'est que le supplément d'aide il est surtout lié aux prestations familiales, donc comme on l'a dit avec le fait qu'elles ont des prestations spécifiques, mais aussi avec l'impôt sur le revenu. Donc on voit en gris, on voit bien cet impact du quotient familial. Mais ce qu'on remarque aussi en comparant ces deux graphiques, c'est que le surplus d'aide lié à la présence d'enfants, il est aussi plus élevé pour les parents isolés. Et donc ça, c'est lié au fait que le système socio-fiscal, il est aussi plus favorable à ces familles, aux familles monoparentales. C'est lié au fait que le calcul des aides est plus favorable, les plafonds de ressources sont majorés pour la plupart des prestations, ce qui leur permet de continuer à en bénéficier à des niveaux de rémunération plus élevés. Mais il y a aussi des prestations spécifiques aux familles monoparentales. C'est le cas notamment de l'allocation de soutien familial, qui est une allocation qui est versée sans condition de ressources à une personne seule avec enfant à charge pour lesquels l'autre parent ne verse pas de pension alimentaire ou une pension alimentaire d'un montant inférieur à l'ASF.
Cette prestation, elle va majorer le montant d'aide publique versé à ses parents de près de 200 € par enfant à charge. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphique à droite. L'aire en bleu foncé, elle est en partie liée à l'ASF. Donc maintenant, on va voir que le système socio-fiscal, il s'adapte aussi à l'évolution du coût de l'enfant selon son âge. Donc globalement, l'âge des enfants, il se répercute sur le montant des aides via 3 grandes catégories de dispositifs. Le premier point, c'est le versement d'allocations dédiées. Par exemple, il y a l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, donc la PAJE, qui est attribuée sous condition de ressources à certains ménages donc, qui ont à leur charge un enfant de moins de 3 ans, qui est en rose sur le graphique à droite. Il y a encore aussi l'allocation d'entrée scolaire, qui est attribuée aussi sous condition de ressources à chaque ménage qui a à sa charge un enfant entre 6 et 18 ans, et dont le montant augmente avec l'âge. Le deuxième point, c'est la majoration des allocations familiales pour les enfants qui ont 14 ans ou plus, donc qui est en bleu clair sur le graphique à droite. Et donc c'est ça qui provoque l'augmentation des montants versés à partir de N+14. Donc par exemple, à partir du 1er avril 2025, c'était 75 € supplémentaires pour les montants à taux plein des allocations familiales, 37 € et 18 € supplémentaires pour les montants à mi-taux et quart-taux des allocations familiales. Et donc finalement, le troisième point, il s'agit de réduction et de crédit d'impôt. Donc vous avez par exemple la réduction pour frais de scolarité, dont le montant varie en fonction du niveau scolaire. Donc c'est 61 € par enfant au collège, 153 € par enfant au lycée et 183 € par enfant dans l'enseignement supérieur. Et donc il y a encore aussi des crédits d'impôt pour garde d'enfants. Donc par exemple le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants hors du domicile, qui est versé pour les enfants de moins de 6 ans, et qui est égal à 50% des sommes versées dans la limite de plafond. Donc ici sur cette slide, vous pouvez voir 2 cas types qui présentent donc les prestations mensuelles perçues et les impôts payés par une famille donc biactive qui est à 4 SMIC, composée d'un enfant à gauche et de 3 enfants à droite. Donc, comme on peut le voir sur le graphique à droite, ce qui ressort, c'est que le montant d'aide lié à la présence d'enfants, il est d'abord élevé quand il y a des enfants de moins de 3 ans, notamment pour compenser les frais de garde. Et ensuite, il diminue quand l'enfant rentre à l'école et tend à réaugmenter de nouveau quand l'enfant grandit. Donc, vous pouvez voir qu'à 4 SMIC, les familles elles peuvent bénéficier du CMG pour la garde des enfants, donc en violet, les allocations familiales en bleu foncé, la majoration pour âge à partir de 14 ans dont je parlais tout à l'heure, donc en bleu clair, l'allocation de base en rose et le quotient familial. Donc c'est le moindre impôt sur le revenu lié à la présence d'enfants, comme disait Louise tout à l'heure. Et donc ici, l'impôt sur le revenu est représenté en orange. Et à gauche, pour finir, on peut voir que les familles qui ont un seul enfant et qui sont à 4 SMIC peuvent bénéficier que du CMG et du quotient familial. Donc on considère ici que dans ces 2 cas types, le couple est biactif et donc il ne bénéficie pas du congé parental rémunéré qui est la prépa. Donc sur cette slide, maintenant, en fait c'est les mêmes graphiques, mais pour une famille qui est monoactive et qui a un SMIC. Donc pour les ménages modestes, on voit que l'évolution selon l'âge qui est observée sur les graphiques précédents dont je vous parlais, elle s'observe moins parce qu'en fait, les prestations de solidarité comme le RSA ou la prime d'activité, qui sont en gauche sur le graphique, et en beige, elles compensent une partie de la baisse des prestations familiales selon l'âge. Donc, pour rentrer un peu dans le graphique du détail, à droite, donc à la naissance du premier enfant, donc en N, on voit que donc, le couple monoactif il bénéficie de la prime de naissance, donc du congé parental rémunéré, qui est la prépa, pendant 6 mois, et l'allocation de base de la PAJE. Donc ici, en N, le montant des prestations de solidarité, qui est ici donc, la prime d'activité et l'aide au logement,
ils diminuent car en fait, elles intègrent dans leur base ressources la plupart de ces prestations familiales. Donc ensuite, on a considéré dans le cas type que le deuxième et le troisième enfant, pour les deuxième et troisième enfants, il y a un des deux parents qui prend la prépare pour 2 ans à chaque enfant. Donc c'est ce qu'on peut voir en violet de N+2 à N+5. Donc ici, la famille ne reçoit pas de CMG pour financer un service d'accueil formel. Donc ensuite, on voit bien sur le graphique que, par exemple, le montant de l'allocation de base de la page en reçu chien, il est toujours le même, quel que soit le nombre d'enfants. En vert, vous avez le complément familial, qui est le même montant que l'allocation de base de la page, mais qui est versé aux familles modestes qui ont au moins 3 enfants. Donc de N+11 à N+21, on a la famille qui reçoit des bourses de collège et lycée, dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, en N+20, la prime d'activité, elle compense parfaitement l'arrêt du versement des allocations familiales, mais donc pas celui des bourses, ni la majoration pour âge des allocations familiales et de l'ARS. Ensuite, au 21 ans de chaque enfant, on observe en fait une baisse des APL qui est presque entièrement compensée par une hausse de la prime d'activité. Et finalement, donc, aux 25 ans de chaque enfant, donc le montant de la prime d'activité diminue car donc chaque enfant ne peut plus être déclaré au sens de la prime d'activité. Et donc enfin sur le graphique à gauche, on peut voir que donc, les familles qui ont un seul enfant, qui sont à un SMIC, elles peuvent bénéficier de la prime de naissance, l'allocation de base de la page, la prépare et les prestations de solidarité qui sont la prime d'activité et l'aide au logement. Maintenant qu'on a présenté la façon dont le système socio-fiscal il prend en compte le coût de l'enfant, on va regarder si c'est la même chose dans la littérature économique, la façon dont elle aussi elle va évaluer ce coût de l'enfant. Donc déjà, la littérature économique, elle montre que plutôt que le coût de l'enfant il diminue avec le rang de l'enfant, le deuxième enfant coûte moins cher que le premier enfant, etc. Donc ça, c'est évalué par une étude à +0, enfin le coût de l'enfant est évalué par une étude à +0,4 pour le premier enfant, puis +0,35, 0,31 et 0,29. Donc on voit que c'est bien décroissant avec le rang. En ce qui concerne l'impact de l'âge sur le coût de l'enfant, donc que Inès vous a présenté dans le système socio-fiscal, les résultats sont assez hétérogènes, mais la plupart des études montrent quand même que le coût est croissant avec l'âge, sans identifier pour autant de seuil précis, donc comme c'est le cas dans le système socio-fiscal avec le seuil de 14 ans pour la majoration. Et les études, elles identifient aussi un coût plus important pour les enfants de moins de 3 ans, qui est lié au coût des modes de garde et aussi pour les enfants en études supérieures. Maintenant, si on s'intéresse au coût des enfants pour les familles monoparentales, la littérature économique, elle montre que les barèmes de pression sociale, elles ne prennent pas suffisamment en compte le poids de l'enfant pour ces familles, puisqu'elles montrent que la présence d'un enfant pour une personne seule, c'est plus important que la présence d'un conjoint. Donc, par exemple, un ménage constitué d'une personne seule avec un enfant de moins de 19 ans, elle aurait une consommation 16% supérieure à celle d'un couple sans enfant. Donc ça, c'est lié au fait que le couple il peut dégager des économies d'échelle en occupant la même chambre, par exemple, alors que la présence d'un enfant peut appliquer une pièce supplémentaire dans le logement. Et donc ça explique quand même le fait qu'il y ait des dispositions spéciales dans le système socio-fiscal, donc vous avez déjà présenté, la demi-part fiscale supplémentaire, la majoration du RSA et la prime d'activité, et les barèmes adaptés pour ces familles. Mais c'est aussi le cas pour les parents seuls non hébergeants, donc en cas de garde alternée ponctuelle. Le surcoût lié à la charge de l'enfant, il n'est pas pris en compte dans le système actuel, puisque alors qu'en cas de garde alternée, les parents ils peuvent se répartir la demi-part fiscale supplémentaire. C'est pas le cas pour les situations de garde exclusive avec droit de visite et d'hébergement, alors que cette organisation, elle va quand même impliquer une hausse des dépenses liées à la présence d'enfants pour le parent non gardien, et ça, c'est pas pris en compte par le système fiscal actuellement. Et donc, dans une dernière partie, on va étudier le lien entre politique familiale et fécondité, donc qui est un enjeu assez important actuellement. Donc,
Comme vous le savez sûrement, la France, c'est un des pays d'Europe qui a l'indice conjoncturel de fécondité le plus élevé. Donc, qu'est-ce que l'indice conjoncturel de fécondité? C'est en fait la somme des taux de fécondité par âge d'une année. Donc, il peut être interprété comme le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une femme si elle connaissait durant toute sa vie féconde les conditions de fécondité observées cette année-là. Donc, pour autant, l'ICF il est en forte baisse depuis de nombreuses années, notamment en France. Donc, il est de 1,59 enfants par femme en 2024 et il a atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, on voit sur le graphique à droite que les différences de natalité entre pays européens elles sont décorrélées des dépenses de politique familiale rapportées au nombre d'enfants. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que la politique familiale française, elle expliquerait que pour une part modeste la fécondité relativement élevée du pays en comparaison européenne. Donc, une question qu'on pourrait se poser serait donc quelles sont les mesures qui pourraient favoriser la natalité? Donc, sur ce point, évidemment, il n'y a pas de réponse évidente. La littérature, elle pointe des difficultés méthodologiques, notamment donc, qui compliquent l'analyse de l'effet causal des politiques familiales sur la fécondité. Donc, notamment le fait que les travaux empiriques souffrent souvent d'une validité externe qui est faible. Au contraire, ils sont difficilement exploitables, car le spectre des mesures observées est trop large. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent plusieurs autres facteurs qui expliquent ces difficultés méthodologiques. Notamment, un premier point, c'est le fait que la décision d'avoir un enfant, elle est aujourd'hui fortement planifiée. Donc, elle dépendrait ainsi de plusieurs raisons conjoncturelles, notamment l'incertitude d'ordre économique, comme le blocage du marché immobilier ou l'inflation, et une certaine incertitude sociale, par exemple, donc, avec des crises internationales, ou globalement un climat social difficile. Et donc après ça, il y a aussi des raisons qui sont plus structurelles, comme par exemple le moindre désir d'enfant, l'accélération de la crise climatique, les effets de la politique familiale ou encore la hausse de la fertilité. Le deuxième point, c'est que les politiques familiales, elles évoluent en permanence. Donc ça rend par construction difficile l'analyse de leurs effets. Donc les études, elles peuvent alors observer des effets d'aubaine sans saisir les effets d'une politique sur les évolutions long terme de la fécondité. Un troisième point, c'est que l'évolution d'un dispositif, elle n'a pas forcément des effets immédiats. Donc l'impact d'une nouvelle mesure, il se manifeste qu'après un certain temps, qui est nécessaire au ménage pour l'assimiler et s'assurer de sa stabilité. Et donc la stabilité des politiques familiales deviendrait un paramètre essentiel de leur effectivité. Et un dernier point, c'est que forcément, au-delà de la politique familiale, il y a d'autres politiques qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la natalité. Par exemple, le coût de la scolarité, la politique du logement, la politique économique de manière générale. Et notamment donc, lorsqu'ils influent sur les conditions facilitant l'arrivée d'un enfant, comme par exemple le fait d'accéder à un emploi stable et à un logement décent. Donc, une fois ce constat posé, il apparaît, donc, selon la littérature économique, que ce sont les dispositifs qui visent à faciliter l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle qui semblent constituer des déterminants explicatifs les plus importants dans la décision d'avoir un enfant, que les prestations familiales monétaires. Donc ces dispositifs, ils regroupent les droits à des congés parentaux, les revenus de remplacement, ainsi que les modes de garde et les services d'accueil des jeunes enfants. Et en fait, ils permettent de limiter les interruptions de parcours professionnel en offrant des modalités de prise en charge des jeunes enfants. Donc, un point important, c'est que, en plus d'influer sur les décisions d'avoir un ou plusieurs enfants, ces dispositifs ils doivent aussi être cohérents avec d'autres objectifs, en particulier d'emploi et d'égalité femmes-hommes. Donc, par exemple, lorsque les congés parentaux ils sont d'une durée trop longue, ils peuvent éloigner durablement un des deux parents de l'emploi,
avec notamment donc, un effet négatif sur le taux d'activité. Et qui plus est, ce risque qui concerne plus particulièrement les femmes, car ce sont elles qui prennent majoritairement les congés pour garde d'enfants, hors congé maternité. Et par exemple, dans les statistiques, on voit que la prépare, donc le congé parental rémunéré, elle est prise à 95% par les femmes et 5% par les hommes. Donc, pour limiter ce risque, un congé parental, par exemple, d'une durée raccourcie et égale entre les deux parents, qui serait associé à une meilleure rémunération, tendrait à favoriser un partage des tâches plus équilibré au sein des couples par un recours accru des pères et éloignerait potentiellement moins longtemps les parents du marché du travail. Et finalement, il y a aussi le renforcement de l'offre de garde formelle qui concilie bien les objectifs démographiques et d'emploi. Donc en outre, une offre suffisante de services de garde d'enfants permettrait aux parents de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et renforcerait ainsi la participation des femmes au marché du travail. Donc voilà, c'est bon pour nous. Merci beaucoup. Alors, on a eu quelques questions pendant la présentation, mais n'hésitez pas à continuer à les poser. Peut-être d'abord, il y avait des questions de clarification sur les graphiques que vous avez montrés dans les cas types. Pour les couples, quelles hypothèses sur le revenu de l'autre conjoint et comment prenez-vous en compte le quotient conjugal dans les simulations? Oui, c'est vrai, on ne l'a pas forcément détaillé. Donc pour ce cas type, c'était une famille monoactive, c'est-à-dire que l'autre conjoint est inactif, donc il n'a pas de revenus, et le premier conjoint est au SMIC. Donc finalement, il y a un SMIC et une personne inactive. Pour celui-ci, on l'a détaillé rapidement, mais c'est un couple biactif, donc avec 4 SMIC, donc 2 SMIC chacun. Et ensuite, pour ceux-ci, celui-ci, c'est le second parent, il est rémunéré au SMIC à temps plein, et là, pour le premier parent, donc son revenu évolue entre 0 et 10 SMIC. Et c'était pareil ici aussi. C'est à chaque fois le conjoint rémunéré au SMIC et le niveau de vie du premier parent évolue entre 0 et 10 SMIC. Et après, donc, la prise en compte du quotient familial, du coup, donc ça, c'est sur des cas types. Donc, en fait, notre maquette de cas types, elle reproduit la législation du quotient familial. Donc, pareil, le même fonctionnement que dans la législation, avec des demi-parts pour les 2 premiers enfants, des parts complètes ensuite, et un plafonnement vraiment exactement comme dans la législation. Merci. Il y a une autre question qui demande, dans l'historique de l'évolution de la politique familiale, est-ce que vous prenez en compte la montée des services, notamment développement des services d'accueil du jeune enfant? Dans ça, il y a on va commenter l'évolution historique. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément rappelé. Oui, c'est vrai. Je pense que vous avez... On n'a pas mentionné dans la présentation. Mais c'est vrai que c'est aussi une évolution maintenant. Oui, c'est une évolution importante, ouais. Oui, je pense que dans l'évolution, vous avez pas mal focalisé sur l'évolution des dispositifs et donc et des objectifs, mais évidemment dans les objectifs, je pense aussi l'objectif montant de conciliation vie familiale et vie professionnelle va aussi avec le développement des services de garde. Donc c'est effectivement une évolution importante. Il y a une autre question qui demande, si je reformule un peu, comment on justifie le fait qu'une prestation comme la prime d'activité soit sensible au nombre d'enfants, alors que c'est pas conçu, ça s'applique peut-être à un peu plus de ce qu'on met dans le périmètre élargi, c'est-à-dire des prestations qui n'ont pas au départ un objectif de politique familiale. Comment on justifie un peu dans la typologie d'objectifs le fait que certaines prestations qui ne sont pas faites pour la politique familiale prennent en compte la configuration familiale? Oui, c'est parce que c'est une prestation familialisée comme le RSA, et ça en fait c'est lié au fait que ça a un impact plus important pour jouer sur le taux de pauvreté. En fait, si c'était des prestations qui étaient parfaitement individualisées, ça serait moins efficace
pour lutter contre la pauvreté, tout simplement. Et en fait, comme les enfants ont des taux de pauvreté plus importants que l'ensemble de la population, c'est plus efficace de les prendre en compte dans les prestations qui sont versées à leurs parents. Ça permet de baisser le taux de pauvreté des ménages concernés. Merci. Et n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à les mettre aussi dans le chat. Une autre qui est sur la prise en compte du coût de l'enfant. Vous avez un peu détaillé à la fin. Les études sur la prise en compte du coût réel de l'enfant. Alors les différentes prestations ont toutes des barèmes un peu différents en fonction du nombre d'enfants, du rang de l'enfant. Est-ce qu'on estime que je dirais c'est le supplément de revenu disponible que vous avez montré est globalement en adéquation avec la compensation du coût de l'enfant, ou qu'il y a des écarts importants et que ça justifierait d'être éventuellement modifié? Il y a notamment le fait que dans le système fiscal tel qu'il est actuellement, il y a un fort supplément de revenus disponibles au troisième enfant. Et ça, c'est pas vraiment justifié par la littérature, puisqu'elle montre plutôt que ça a tendance à baisser avec le rang de l'enfant, que chaque enfant coûte un peu moins cher, parce que on réutilise des affaires, on peut les faire dormir dans la même chambre, ce genre de choses. Et ça, du coup, c'est pas du tout visible dans le système socio-fiscal. C'est plutôt lié à son héritage nataliste qui voulait encourager le troisième enfant. Sinon, après, c'est quand même globalement cohérent, donc, puisque la prise en compte des enfants augmente avec l'âge. Ça, c'est pareil dans la littérature, c'est plutôt croissant avec l'âge. Et pareil, les familles monoparentales, il y a quand même un supplément qui est donné par le système socio-fiscal, et la littérature montre aussi qu'il y a un coût supplémentaire pour ces familles d'avoir un enfant. Mais globalement, c'est quand même assez difficile d'évaluer le coût d'un enfant, puis ça dépend énormément des types de foyers, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de consensus et que c'est difficile de déterminer quel serait le montant vraiment juste de prestations pour compenser le coût d'un enfant et aider les familles. Merci. Et une dernière question, sauf s'il y en a d'autres qui arrivent. Vous avez montré à la fin un graphique qui compare donc la fécondité et les dépenses de politique familiale entre les différents pays, où on voit que la France a l'air d'être dans la moyenne, ou voire moyenne basse en termes ou moyenne, disons, en termes de dépenses de politique familiale. Jusqu'où on pense que ces données sont vraiment comparables entre pays, compte tenu du fait qu'il y a des dépenses directes de prestations, des dépenses indirectes, le financement des crèches, des dépenses fiscales. Est-ce que ces données ont bien le même, englobent bien toutes les dépenses de chaque pays, ou est-ce qu'on estime qu'il y a des soucis de comparabilité? Ouais, donc ces dépenses-là, elles sont bien sur le même champ, mais effectivement, selon les sources, ça ne prend pas du tout en compte les mêmes choses. Donc là, c'est la source Eurostat. Par exemple, la source OCDE qui compare les dépenses de prestations familiales entre les pays, elle prend par exemple en compte le coût de l'école maternelle. Et du coup, ça, c'est vrai que ça dépend beaucoup de comment c'est pris en compte dans les pays. Mais oui, là, c'est bien comparable, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup du champ de ce qu'on entend dans la politique familiale, et ça, d'une source à l'autre, c'est pas toujours la même chose. D'accord. Une question qui vient d'arriver. Alors du coup, vous dites que la politique familiale française n'explique que pour une part modeste la fécondité relativement élevée. Donc, on nous demande, du coup, comment s'explique le dynamisme de la fécondité en France par rapport aux autres pays européens? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Ça, c'est... Ouais, il y a plusieurs réponses qui sont évoquées dans les papiers. Il y a notamment le fait qu'on avait une politique familiale très, très généreuse. Ça peut être une source d'explication. Donc, notamment le fait qu'au troisième enfant, on ait beaucoup d'aides supplémentaires. Après, il y a aussi des explications culturelles qui sont mises en avant. Je sais pas si non, je réfléchis. Mais globalement, c'est pas facile d'expliquer la fécondité dans tous les cas. Mais c'est vrai que les prestations au troisième enfant, c'est quand même des prestations qui existent quasiment que en France, je crois. Et il y a une politique familiale française qui est globalement assez généreuse comparée aux autres pays. Et du coup, c'est ça qui a pu expliquer cette différence pendant longtemps. Et donc là, on voit que il y a quand même une baisse de la natalité, même en France. Et donc, on essaie de voir par quel biais on pourrait essayer de le relancer.
On nous a coupé le droit. On arrive au bout et vous êtes dans le noir. Mais merci pour toutes ces explications et pour le détail de votre analyse vraiment très poussée et qui montre un peu à la fois la complexité du système et les différents paramètres et les différents objectifs qu'on cherche à concilier, éventuellement à prioriser. Je ne vois plus de questions, donc on arrive à la fin du séminaire. Merci à tous de nous avoir suivis. La présentation, les slides seront disponibles sur le site du Trésor dans quelques jours maximum avec la rediffusion de ce séminaire. Merci encore à tous et bonne journée. Merci pour votre écoute. Au revoir.